Donc nous allons commencer. Tout d'abord, je voudrais remercier toute l'équipe du festival Kipdo pour leur invitation et pour amener un espace de conférence pour réfléchir sur le cinéma congolais et sur comment amener beaucoup plus de visibilité et organiser une rencontre avec les réalisateurs et les réalisatrices d'ici. Donc moi, comme vous l'a expliqué Michel, je ne suis pas du Congo, je n'ai pas grandi au Congo, donc c'est un vrai honneur d'être là. Néanmoins, j'espère venir avec un regard extérieur, avec une expérience de la diaspora et de venir m'entretenir avec vous, sans l'idée de connaître plus que vous, mais surtout d'apprendre et d'ouvrir des perspectives sur qu'est-ce qu'on peut faire à l'avenir. Alors, je vais peut-être poser une première question à nos panélistes et ensuite, on va le faire de manière beaucoup plus interactive. L'idée aussi, c'est que vous puissiez échanger avec eux et qu'on puisse avoir un dialogue. Et peut-être quand je vais vous poser cette première question, vous demander très rapidement à toutes et à tous de nous rappeler ce que vous faites, quels sont les métiers que vous faites dans l'audiovisuel. Comme ça, c'est bien clair pour tout le monde. Et je vais commencer moi-même. Donc moi, je suis chercheur et réalisateur. J'ai un film au Kipdo demain qui passe à la Fondation Bazango. Et je travaille sur les mobilisations afro-féministes au Brésil. Donc voilà. Ma première question, et je pense que c'est une question qui est vraiment dans toutes les têtes quand on réfléchit au cinéma africain, au cinéma congolais. Donc ma question, c'est comment ramener l'identité nationale dans les cinémas? Quelle est l'idée pour revenir vers les ménages, pour avoir plus de visibilité avec les Congolais? Et quels sont les acteurs que vous pensez qu'il faut mobiliser pour réussir à relever ce défi? Et je vais peut-être commencer par vous, Madame Claudia Yoka. Moi, je donne honneur aux femmes, pour le coup. Et si vous voulez vous représenter, dites ce que vous faites dans l'audiovisuel. Bonsoir à tous, je suis donc Claudia Yoka, je suis réalisatrice depuis 2000, donc on va dire que ça fait 21 ans que j'ai les pieds dedans, et sous un regard très avisé de notre doyen qui conduit à peu près tous ceux qui démarrent et qui vont le consulter, en général tout conseil, et donc en fait je suis très fière aujourd'hui de partager un panel avec lui. Donc je suis donc, quand je vous dis réalisatrice, productrice, j'ai coproduit un certain nombre de films congolais qui ont été vus ici et ailleurs. Moi-même, j'ai arrêté de tourner il y a à peu près 10 ans, en 2010. Et donc j'ai l'intention de reprendre un tournage en fin d'année sur Brazzaville. Et je suis aussi la fondatrice d'un festival de films des femmes africaines qui s'appelle le Festival Tazama. Parce qu'on a vite compris que le cinéma pouvait servir à autre chose et surtout accompagner des causes. Et donc je suis, le Festival Tazama lutte contre le cancer en Afrique. Donc voilà déjà une cause que toutes les femmes cinéastes du continent ont ralliée. Et depuis la création du festival, nous avons reçu 60 femmes réalisatrices venues de tout le continent. Et aussi de la diaspora et des USA. Donc on est assez fiers de notre bilan. Et la question donc, de Léonard qui porte sur l'identité que nous cherchons à représenter dans nos films est très importante pour nous parce que par-delà nos valeurs, nos traditions et tout ce que nous pouvons transmettre à travers l'image, il y a aussi la nécessité de se conformer à ce qui se fait à l'extérieur pour continuer d'exister. Et pour ça, je pense qu'aujourd'hui, on va pouvoir en parler et développer avec tous ceux qui sont présents et qui ont véritablement une note à apporter à la conférence d'aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup. Donc je me tourne vers vous, Monsieur Kamba. Vous avez donc ouvert la voie du cinéma congolais. Comment on construit une identité nationale et comment pousser les jeunes réalisateurs à traiter des thèmes qui seront proches du cœur des Congolais? Merci Léonard en tant que meneur de jeu. Mais la question est fondamentale et pertinente. De toutes les façons, nous avons intérêt, nous cinéastes congolais, de nous accrocher sur nos réalités. Parce que si on veut être avec nous-mêmes, il faut puiser dans notre histoire, il faut puiser dans nos réalités. Ceci dit, il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en ligne de compte. Vous savez, nous, quand on a commencé le 7e art dans les années 60, on s'était dit, bon, nous voulons faire du cinéma, le 7e art, alors on va faire le cinéma sans tenir compte de l'État. On dit, bon, l'État n'aime pas ces choses-là. Nous, on peut tout faire et puis ça ira, on va aller partout avec notre cinéma et ça marche. Mais 10, 15, 20 ans après, on s'était rendu compte qu'on s'était trompé.
On se fait tromper parce que quand on est dans un pays, on ne peut pas surtout parler de la culture, pas du 7e art, sans y associer l'État. Donc voilà un peu, historiquement, j'essaie un peu de mettre les premiers problèmes que nous avons pu rencontrer dès le départ. Je m'arrête là. Merci Monsieur Kamba, donc je vais venir à vous, Richie. Alors je ne sais pas si je peux vous appeler l'aigle aussi. L'aigle. Donc voilà, donc vous êtes jeune réalisateur congolais. Qu'est-ce que vous sentez en termes de besoins pour être davantage accompagné? Comment vous parlez de vos films? Comment vous, entre guillemets, diffusez vos films? Et quelles seraient les solutions que vous proposerez à de jeunes réalisateurs comme vous pour avoir plus de visibilité? Merci. Donc je suis Richie Michael Bébélé, auteur, scénariste, réalisateur et quelquefois producteur indépendant, parce que mes films, je les produis à fonds propres. Et c'est une très belle occasion pour moi d'être là et de partager sur ce sujet qui est, je pense, que pose beaucoup de problèmes à tout le monde, en tout cas les personnes de ma génération, à l'instar de Michael Gondo qui est dans l'auditoire là. On est tous confrontés au même problème, c'est-à-dire que à un certain moment, comme l'a souligné le doyen Kamba, on s'est dit, bon, on va faire nos films. De toute façon, comme il a dit, l'État ne comprend rien. Mais nous, on est des passionnés, on n'a que ça, donc on va s'y mettre à fond, on va commencer à faire des films. Mais très vite, on s'est rendu compte, le même constat qu'ils ont fait il y a longtemps, on a fait le même constat, c'est qu'à un certain moment, seul on ne peut pas, parce que de toute façon, on est en train de porter le Congo, donc il faut bien qu'il y ait derrière un accompagnement étatique pour pouvoir parler mieux promouvoir ce que l'on fait. Et jusque-là, c'est galère. On en est encore à trouver la voie, à trouver les moyens de distribution, d'exploitation. Donc je ne peux pas aujourd'hui, moi, dire à quelqu'un, voilà, il y a ça, parce que moi-même, je me cherche encore. Donc la question, elle est là, la problématique, pardon, elle est là, elle est d'actualité. Et j'espère qu'à l'issue de cette conférence, peut-être qu'on trouvera des pistes qui nous permettraient plus tard de trouver un vrai modèle économique qui pourrait s'adapter à notre cinéma qui se bat contre le vent et le marée, qui va exister. Voilà. Merci beaucoup. Donc on va en profiter pour voir un exemple peut-être du Burkina Faso. Est-ce que vous sentez, Laurent Laura, qu'il y a des enjeux similaires qui se passent au Burkina? Et peut-être on va commencer à orienter aussi sur la question des médias et de la visibilité des médias et du rôle des médias. On a parlé déjà de l'État, mais aussi comment mobiliser le rôle des médias, à la fois nationaux et peut-être internationaux, et quelle est un petit peu la situation au Burkina Faso. Je vous remercie. Alors, moi je me nomme Marie-Laurentine Bayala, je suis réalisatrice et ensuite j'ai porté la casquette de productrice après une formation en production. Et je suis également présente à ce festival pour représenter AOTélé, qui est une revue panafricaine de critique du cinéma. Et je suis vraiment ravie de faire partie de ce panel-là. Alors, on aime à dire que le cinéma au Burkina Faso est un exemple au regard de la production qui, pendant quelques années, était assez active, mais depuis 2010 à maintenant, nous peinons, comme tous les autres pays africains, à pouvoir faire de bons films en fait. Ce qui nous sauve peut-être, c'est le FESPACO. Et dès qu'on entend le FESPACO, on dit ah, c'est le pays du cinéma. C'est pas évident, c'est pas vrai. Souvent je me dis que le FESPACO est comme un piège pour nous les cinéastes. En fait, parce que de dehors, tout le monde nous envie, mais à l'intérieur, ça ne va pas du tout parce qu'il n'y a pas de soutien quelconque. Il faut se démerder pour faire ses films soi-même. Il faut toujours aller vers l'OIF. Pourtant, nous savons combien de personnes, combien de candidatures l'OIF reçoit par année. Donc, c'est vraiment, je ne sais pas, je ne dirais pas forcément les meilleurs, mais en tout cas, c'est peu qui sont appelés pour recevoir les fonds. Alors, pour donc dire qu'avec le FESPACO, l'État a travaillé à maintenir quelques salles. Sur 46 que nous avions un peu partout sur le territoire national, nous sommes actuellement à 7 salles qui fonctionnent.
Et il y a 30 salles qui ne fonctionnent pas. Et 8 autres, si je ne me trompe pas, qui fonctionnent pas vraiment bien. Donc pour dire que la situation n'est pas révisante au Burkina Faso. Alors, pour ce qui concerne le rôle des médias, je dirais que les médias jouent un rôle important. Mais les médias seuls ne peuvent pas porter le cinéma africain. Et ce que les médias d'habitude font, c'est quoi? Quand il y a une projection, on envoie un journaliste couvrir la projection. C'est une forme de promotion du film en question. Et ça s'arrête peut-être là, en fait. Voilà. Et après, il y a un autre travail qui va au-delà des médias. Il s'agit de la distribution, de la diffusion, qui certainement doit être prise en compte par la production elle-même au départ. Comment déjà associer un diffuseur ou un distributeur au film pour que le film puisse circuler et qu'il puisse être vu par le maximum et générer des ressources qui seront certainement reversées pour la production d'un futur film. Donc voilà toutes ces questions et enjeux qui certainement quelque part bloquent l'avancée de nos cinémas. C'est pratiquement la même réalité. Le Burkina n'est pas mieux que le Congo. Moi, une question que j'ai pour vous, et je parle avec pas mal d'artistes francophones africains qui me disent qu'ils sont dans un dilemme à vouloir faire des films pour plaire à une certaine image de l'Afrique, qui peut être malheureusement parfois une image un peu misérabiliste, qui semble d'un autre temps, mais c'est ce type de cinéma qui s'exporte beaucoup plus facilement. Et généralement, c'est du cinéma qui n'est pas du cinéma de genre, par exemple. Et ici, je vois qu'il y a un attrait au cinéma de genre et tout ça. Donc, comment on se positionne en tant que jeune réalisateur? Est-ce que, comme certains me disent, il faut accepter ça et faire un premier film de ce type-là et ensuite faire ses propres films? Est-ce qu'il faut faire une résistance entre différents réalisateurs et réalisatrices et proposer un autre cinéma, s'appuyer sur les réseaux sociaux? Comment sortir de ce schéma, de ce qu'on attend, entre guillemets, du cinéma africain souvent misérabiliste et que je vois ici, c'est pas du tout le cinéma qu'on veut proposer? Moi, j'ai été confronté à ce problème quand j'ai voulu faire du cinéma. Moi, le cinéma, je l'ai appris j'ai découvert le cinéma dans les cinémas de fortune. J'ai pas découvert le cinéma à l'Institut français. Non, moi, j'ai découvert le cinéma dans les cinémas de fortune. Et quand j'ai voulu faire du cinéma, je voulais reproduire la même chose. C'est-à-dire que générer les émotions, plaire aux gens. Moi, c'est tout ce qui m'intéressait. J'étais pas parti sur le principe de faire des films après avoir beaucoup de financement. Je savais même pas que ces mécanismes existaient. Et quand j'ai fait le film, quand il est arrivé le moment d'exploiter, justement, il y avait en face de moi des aînés que j'ai finalement découvert et qui étaient déjà dans le cinéma, qui bénéficiaient de certains financements, qui faisaient des films à thème et tout ça. Et ces personnes m'ont dit, bah écoute, ton cinéma là, les Congolais ne consomment pas de cinéma. J'ai dit, mais moi, si on mettait un film congolais, je le regarderais. Donc je pars de mon expérience à moi, c'est cette expérience que j'ai exploitée. Et la grande surprise, c'est que mon premier long métrage, je l'ai vendu à 4000 DVD, rien qu'à Pointe-Noire quasiment. Et ça, depuis là, ça fait aujourd'hui 10 ans. Je suis tellement accroché à ça, parce que j'ai vérifié qu'il y avait une autre réalité, mais qu'on ne veut pas s'approprier simplement parce qu'au départ, c'est un peu gênant, c'est qu'on te voit dans la rue en train de vendre tes DVD, les gens trouvent ça dénigrant, mais je pense que ça partirait de là, c'est de là que viendra notre salut. Il faut qu'on accepte ce modèle économique, aussi insignifiant soit-il, mais plus on va, après ça va drainer du monde. À partir du moment où le Congolais va commencer à s'approprier ce cinéma, le marché va se créer, même si au départ nous n'avons que 2000 consommateurs. Au fil du temps, les consommateurs, ça va grimper. Et un jour, comme l'exemple que Nigérien nous donne aujourd'hui, on n'aura plus de... Même la diaspora va rentrer en jeu et finalement, on aura plein de consommateurs. Donc le conflit, il est à ce niveau-là. Et la question, elle est bien posée. Quel est le choix? Il faut qu'on le fasse et qu'on l'assume maintenant. Parce que très souvent, on est entre les deux. Oui, bon, je vais d'abord faire ça parce que là-bas, je peux avoir 100 000 €. Alors qu'avec 10 millions de francs CFA, tu fais ton film et il fonctionne. Tu as bien parlé. On n'a pas besoin de tant de millions, de tant d'argent pour faire un film. On a besoin d'un bon sujet, un peu de moyens, et on fait le travail. Et je pense que ça, c'est le premier chemin. C'est le premier chemin sur lequel il faut s'attarder. Quand je pense que l'Afrique est ce continent qui consomme les contenus venant toujours d'ailleurs. Nos mémoires sont peuplées d'histoires
d'ailleurs. Nous consommons des produits de seconde main. C'est un peu comme la friperie en fait. Tout ce qui sort d'abord dans les salles à l'étranger vont d'abord suivre un bon circuit pour faire générer des ressources pour ensuite tomber en Afrique et nous allons consommer, nous en sommes fiers. Et après nous allons bomber la poitrine pour dire oui, nous sommes africains. Donc je pense que peut-être qu'il faut que nous, en tant qu'auteurs, en tant que créateurs de contenu, nous disions que l'image, derrière l'image, il y a un engagement, il y a un combat, il y a une capacité de faire changer nos sociétés positivement, de contribuer au développement de nos pays. Et au Burkina Faso, il y a cette génération de cinéastes, de jeunes cinéastes qui copient Nollywood, donc qui proposent des contenus locaux, du cinéma low cost vraiment. Et la plupart des histoires, c'est des histoires banales. Plusieurs fois, on m'a invité. Je suis sûre que beaucoup m'en veulent en fait, se disent que celle-là, elle se prend la tête. Je dis, mais il n'y a pas d'histoire. Quand je pars au cinéma, c'est pour apprendre, c'est pour regarder et m'inspirer. Et donc, je fais des choix pour aller voir un film. Donc, du coup, il est important que nous nous formions, que nous nous disions que le cinéma, c'est un art à part entière, qui a ses règles qu'il faut apprendre à connaître. Le scénario, c'est très important. Sinon, l'Afrique, c'est le continent qui est peu exploité en termes de propositions, de contenu, en termes d'histoire. Regardez Hollywood, avec le blockbuster qui est sorti en 2018 ou 2017, et Black Panther, ils sont en train de s'inspirer des histoires africaines. Et nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous sommes assis sur de l'or que nous n'exploitons pas. Exploitons nos histoires. Nos cultures regorgent de belles histoires que nous pouvons transposer à l'écran sans aucun complexe. J'aimerais un jour voir, par exemple, dans une scène, des acteurs qui mangent le sakasaka ou qui mangent, comment on appelle ça, le manioc. C'est très bon. Et que moi, en tant que Burkinabé, en regardant le film, j'ai envie de venir ici, rien que pour manger ça. Vous voyez, c'est cette manière de nous vendre, apporter une image positive de notre continent, de nos cultures, qui va aussi contribuer quelque part à renforcer cette fierté d'être africain. Voilà. Nous ne pouvons pas toujours en train de regarder ailleurs, mais vouloir, bien sûr, que les autres nous respectent ou que les jeunes ne veuillent pas prendre le bateau pour aller ailleurs, parce que leurs mémoires sont peuplées d'images d'ailleurs. Donc, travaillons à repeupler l'inconscient collectif de nos images. Moi, je fais un film sur une réalisatrice qui braque une banque pour faire un film. Ça a fait rire tout le monde. J'ai dit non, mais on en est là au Congo. On en est là, on va finir par braquer les banques. Donc en fait, j'ai tellement fait rire les gens, je les ai eus en rigolant. Et ça m'a fait rire de me dire qu'il suffisait de les faire rire. Mais il faudrait juste à un moment donné, parce que c'est ce qu'on veut en réalité. On a masqué, on a dit on va braquer la banque pour faire un film, mais le film qu'on veut faire dans le film, c'est un film sur l'excision. C'est un film sur... Mais vous voyez, on peut masquer nos sujets au travers de sujets qui vont parler à tout le monde et qui vont... C'est une comédie, c'est censé faire rire. Mais derrière, on peut très bien emmener nos sujets. La musique, on a choisi ce film, c'est de la musique rumba des deux Congos uniquement. C'est-à-dire que des rappeurs congolais, on ne veut rien d'autre que du Congo dans ce projet-là. Et donc voilà pour moi, une des solutions, c'est de dire ok, vous nous voulez sur ce modèle-là, vous nous voulez de cette façon-là, mais nous on va le faire, mais on trouvera un moyen, nous, d'introduire nos sujets. Et comme a dit Léonard, on fait ce film pour montrer qu'on en est capable. Et après on pourra faire des films un peu plus sérieux, un film qui nous touche, des films qui nous touchent réellement et qui sont des sujets pour notre pays et pour notre jeunesse. Merci beaucoup. Alors c'est très très important pour moi de vous donner aussi la parole dans le public. Je sais qu'il y a des réalisatrices, des réalisateurs, des artistes. J'aurais bien d'autres questions à poser, mais ça serait important, je pense, s'il y avait une personne qui voudrait peut-être adresser une question à ce panel dans la continuité de ce dont on a parlé. Ma question serait de savoir l'expérience des États-Unis ou l'expérience du Brésil, c'est ce que vous avez dit, d'où vous venez, pour que nous ayons une idée de la façon dont nous aussi nous pouvons adapter notre cinéma par rapport à la réussite, par exemple, du cinéma brésilien.
parce qu'il faut savoir que le cinéma dans notre pays est en train de se développer petit à petit. Les problèmes ont été évoqués et donc nous sommes en train de chercher, comme on dit, un modèle qui va nous permettre de s'accrocher et finalement de trouver une possibilité de faire des films et des films qui peuvent être transportés en international. Donc je voulais que vous nous partagiez cette petite expérience. Merci. Donc, merci beaucoup pour votre question et je vais être le plus sincère possible. S'il y a des difficultés ici en Afrique centrale, il y a des difficultés aux États-Unis, il y a des difficultés au Brésil. Le cinéma afro-diasporique là-bas a beaucoup de difficultés à créer aussi un cinéma qui est financé. Et je pense que je peux parler du Brésil parce que c'est très différent par rapport aux États-Unis. Au Brésil, c'est un cinéma qui est extrêmement engagé. C'est un cinéma qui amène beaucoup de communautés à l'intérieur d'un scénario, développer beaucoup de causes qui toucheraient toute la communauté afro-diasporique et qui cartonnent en festival de films. Moi, j'ai voyagé dans plusieurs festivals de films grâce au fait que maintenant tout est en ligne et j'ai vu énormément de films brésiliens parce qu'ils osent mettre sur la table des choses que beaucoup de films se disent ça sera pas assez commercial, on va être jugé comme du cinéma engagé. Or, je crois que ce qu'on a vu aussi pendant la pandémie, c'est qu'il y a un vrai public pour voir ce cinéma. Peut-être qu'on est aujourd'hui dans un état émotionnel où on est un peu plus prêt à recevoir tout ça, à comprendre que ça nous définit et que surtout beaucoup de cinéma afro-diasporique inspire d'autres communautés du monde à faire ce type de cinéma. Je suis halluciné du travail des afro-féministes, mais vraiment je voudrais le souligner pour à la fois être contre les tabous, écrire des histoires qui sont très fortes, parce que quand vous devez amener ces films, vous devez avoir des histoires très fortes, mais aussi de représenter de leur personne, non seulement des enjeux d'histoire, mais des enjeux politiques. Parce que aussi, quand vous êtes réalisatrice, réalisateur, vous amenez votre film avec des thèmes très forts et vous devez les représenter dans les projections débats. Et vous savez, parfois on attend de vous d'avoir des programmes politiques, de parler au nom de beaucoup de personnes, donc c'est un exercice qui est très compliqué. Donc ça, c'est la première chose. Aux États-Unis, on a quelque chose de très différent. Aux États-Unis, on a eu énormément de conversations ces 5 dernières années sur le manque de diversité au cinéma. Quand je dis le manque de diversité, il y a eu une visibilité des Afro-Américains à l'écran, mais qui correspondait malheureusement à certains schémas un petit peu faciles qui allaient représenter la famille afro-américaine selon certains modèles. Là, la question de Black Panthers est vraiment intéressante. Qu'est-ce qu'a fait Black Panthers? Et je suis un peu d'accord avec vous, a eu besoin de puiser dans la question de la diaspora et de l'Afrique pour se renouveler en tant que cinéma. Moi, je trouve ça hyper important de voir tant d'enfants, tant de jeunes se reconnaître dans un cinéma commercial, dans un cinéma de Marvel. C'est très important. Mais ça a bien prouvé quand même que le cinéma afro-américain s'essoufflait et a eu besoin d'aller ailleurs et a eu besoin de s'inspirer de la diaspora pour faire autre chose. Alors, c'est pas que je vais être controversé dans ma réponse, mais ce que je veux dire en tout cas, c'est que ce que je vois au niveau du Brésil et au niveau des États-Unis, c'est un regard vers l'extérieur. C'est se dire que le monde d'aujourd'hui, quand on crée un cinéma noir, un cinéma afro-diasporique, c'est qu'on va aussi toucher un monde entier, un cinéma global. Et je crois que le cinéma afro-américain sait qu'il ne fait pas un film pour des États-Unis. Il ne correspond pas qu'à ces schémas. Et on est aujourd'hui de toute façon dans des questions de cinéma global. Et il y a beaucoup de films noirs américains qui ne fonctionnent pas aux États-Unis et qui fonctionneront forcément en Amérique latine ou peut-être en Afrique. Donc la question de se diffuser à l'extérieur est vraiment, encore une fois, quand vous êtes maître d'une parole, de ne pas avoir peur de représenter politiquement votre film. C'est une prise de risque, mais il faut la prendre. Je pense qu'on n'a pas besoin de modèle. On n'a pas besoin de modèle. Nous sommes dans un domaine de la créativité et nous appartenons à des pays qui ont une histoire. Fais ton film selon ce que tu es. Fais ton film par rapport à tes convictions, par rapport aux réalités de ton pays. Et ce film-là, s'il est bien fait, tu pourras le défendre n'importe où. Quand j'ai fait l'expérience des festivals, avec Grave Erreur, quand je suis rentré, j'ai regretté, j'en ai parlé, je crois, à Michael, quand j'ai dit, je regrette d'être parti à certains festivals, parce que ça a tout changé dans ma tête. Quand j'ai fait un film, je savais à qui le vendre, mais quand je suis rentré, j'ai commencé à réfléchir comment je vais bénéficier de la francophonie. Tout s'est bouleversé dans ma tête et j'ai perdu 5 ans de ma vie. Mais quand je partais cette expérience aux amis, on dit oui, il fait ça parce qu'il ne veut pas qu'on aille où il est allé. C'est ça notre problème. Des fois, on perd du temps pour rien. Parce que les mêmes difficultés que j'ai rencontrées, tu vas les rencontrer, t'inquiète pas. C'est ça notre problème. On a une façon de penser, je sais pas, on veut impressionner. Non, faisons des films pour qu'ils soient consommés tout simplement. Et les consommateurs sont là autour de nous.
tout autour de nous, ils sont là, ils ne demandent qu'à consommer. On a un modèle qui est là, qui peut fonctionner. Le Nigeria nous l'a montré. On parle du Nigeria dans nos conférences, mais on ne veut pas s'approprier le modèle. On dit, oui, il y a l'exemple, mais comment le Nigeria a procédé? Il s'est adressé à son public, aux gens qui étaient autour. Voilà, enfin, c'est... Je suis en transe éthique, tu sais comment je suis. Mais c'est ça aussi le cinéma, c'est ça aussi l'émotion.